Bonjour, je rappelle ici le sens de ces vidéos qui se présentent comme des sortes de cours, de formation. Je souhaite transmettre des outils et des repères qui seront utiles à toute personne pratiquant la relation d'aide. Ça se présente sous la forme de cartes, les cartes du thérapeute, aussi appelées cartes outils-psy. Ce sont des cartes de repérage d'une part, comme lorsqu'on consulte une carte routière, mais aussi des cartes à jouer qui serviront de soutien mnémotechnique. On en trouvera une dans chaque PDF associé à chaque vidéo. Je distingue trois types de cartes. Les cartes vertes, qui sont les pratiques efficaces et indispensables. Les cartes oranges concernent des interventions qui sont parfois utiles et parfois non souhaitables. Et les cartes rouges signalent les attitudes et les interventions à bannir. La carte d'aujourd'hui est une carte verte, dont le contenu porte sur le positionnement juste. Dans les deux cartes précédentes sur la position haute, vous aurez compris que celle-ci risquait d'amener des conséquences peu souhaitables. Susciter la résistance du consultant, empêcher l'appropriation des changements. On peut voir à la télé, par exemple, des coachs qui pratiquent avec virulence la position haute et la critique négative. Ok, mais il faut comprendre que ces modèles ne s'appliquent pas au processus psychothérapique. Du moins au processus psychothérapique dont le but est de permettre aux consultants une libération et une avancée dans la découverte de multiples capacités auparavant peu accessibles. Ce dont je parle ici, c'est donc le positionnement du thérapeute ou de l'accompagnant, qui permettra les avancées les plus spectaculaires par la rapidité et la profondeur du changement, mais en même temps les plus durables du fait de la découverte de nouveaux aspects identitaires. Vous l'aurez constaté au fil des premières cartes du thérapeute, je n'ai parlé que très peu de techniques, procédures, méthodes, et beaucoup du positionnement du thérapeute. On peut se demander pourquoi une telle insistance. Après tout, lorsqu'on possède une technique efficace, il suffit d'appliquer celle-ci, n'est-ce pas? Ce raisonnement peut avoir sa validité dans certains secteurs, mais il ne s'applique pas dans ce domaine humain spécifique de la psychothérapie et plus généralement de tout accompagnement soignant. Pourquoi? Parce que dans cet espace relationnel, les deux psychismes sont en interaction et s'influencent mutuellement. Vous l'aurez compris déjà dans la carte SA2. La conséquence de cette pratique particulière dans laquelle l'observateur est aussi en même temps partie prenante fait réfléchir sérieusement à la question du psychisme du thérapeute lui-même dans cette interaction. C'est ainsi que Carl Jung, le grand psychanalyste, a écrit ceci. Si l'homme de travers emploie un moyen juste, le moyen juste opérera de travers. Si le thérapeute n'a pas suffisamment déblayé le terrain de ses propres névroses, alors, aussi bon soit-il en connaissances théoriques ou en méthodologies diverses, le résultat ne seront ni très bons ni très durables. Cette idée est choquante. Elle heurte en particulier tous les formateurs qui dispensent essentiellement des connaissances théoriques et des astuces pratiques. Certains des thérapeutes formés ainsi par eux seront très bons, et d'autres plutôt mauvais, et d'autres même très mauvais, tout en ayant pourtant reçu et appris les mêmes éléments, suivi le même cursus. Et en fait, la meilleure comparaison bien connue est la suivante. Les mêmes graines jetées sur des rochers ou sur une bonne terre ne donneront absolument pas les mêmes fruits. La graine elle-même, aussi bonne soit-elle, ne donnera rien si elle n'est pas reçue et amenée à se développer dans une bonne terre, labourée, préparée, fertile. Par conséquent, vous comprenez pourquoi, avant de distribuer des bonnes graines techniques, j'insiste d'abord sur la préparation de la terre qui les recevra et les mettra en œuvre, et le futur thérapeute aura été labouré, préparé, fertile. Sur quoi devra donc porter la préparation du thérapeute?
sur 3 points: le travail personnel sur lui-même, la supervision, le lent apprentissage des nouveaux gestes techniques. Le travail personnel sur soi-même, à vrai dire, quand on se décide à devenir thérapeute, on doit savoir qu'il nous faudra tout autant nous libérer nous-mêmes que permettre aux futurs consultants de se libérer. Le travail portera ainsi sur les filtres perceptifs à travers lesquels on voit le monde, les schémas et les injonctions qui nous mènent à notre insu, l'aisance à fréquenter notre émotionnel interne et du coup à approcher nos ambivalences, Dr Jekyll et Mr Hyde en nous, notre infantile douloureux, l'enfant intérieur si présent même lorsque nous ne le voyons pas comme tel, nos parties reniées, les aspects de personnalité dont nous nous sommes coupés, que nous avons refusés. Le développement d'un espace interne de traitement permettant de saisir ce qui se passe en nous et de donner progressivement du sens à nos symptômes. Ça peut paraître un vaste programme, et à vrai dire, ça l'est en effet. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir tout réglé en soi-même pour le travail de thérapeute. Et le frottement avec tout type de difficultés humaines amenées en séance par les consultants suppose de continuer aussi cet éclaircissement de nos zones sombres ou aveugles. Et ceci grâce à 2 actions: les découvertes amenées par les patients eux-mêmes qui parfois donnent des idées au thérapeute sur ce que lui-même devrait apercevoir, faire ou changer en lui-même, les découvertes amenées par le superviseur qui, n'étant pas impliqué de la même manière dans le traitement de tel ou tel patient, permettra souvent au thérapeute d'apercevoir ce qui reste mal réglé en lui. En effet, un principe simple est le suivant: si une cure patine, c'est généralement que le thérapeute n'arrive pas à rejoindre son patient sur un terrain qui le met lui-même mal à l'aise. Encore faut-il supporter de voir le superviseur ou la superviseuse comme un allié et un soutien et non comme une instance critique. Ce qui, là aussi, suppose d'avoir travaillé à accepter de devoir encore apprendre, découvrir, sans se sentir humilié. Bon, je ne m'étendrai pas plus longtemps sur toutes ces notions qui sont désormais bien connues, parce que ça mériterait un cadre de formation qui déborderait le but des cartes du thérapeute. Mais quelques mots vous rappelleront tout ceci. Ainsi, le cheval et son cavalier ne font pas la même promenade. En fait, chacun voit à travers ses propres perceptions, ses propres yeux. La carte n'est pas le territoire. La représentation de la réalité n'est pas la réalité complète. Nous ne sommes pas tant affectés par la réalité des événements que par leur décodage et leur retentissement interne. Nous sommes soumis à notre insu par ce que l'AT, l'analyse transactionnelle, nomme des drivers qui colorent tous nos comportements. Dépêche-toi, tout doit se faire vite. Fais plaisir, fais passer les autres avant toi. Fais effort, pour réaliser quelque chose, il faut en baver. Sois parfait, tu n'es pas à la hauteur si tu n'es pas parfait. Sois fort, ne montre pas tes émotions, ne leur donne pas de place. Des schémas issus de notre enfance guident nos comportements et au final notre destinée. Ceci a bien été montré par la psychanalyse et présenté d'une manière simplifiée et puissante par Jeffrey Young, psychologue américain. Nous avons tendance à guider notre vie à partir de sentiments fortement inscrits en nous lors d'expériences infantiles. Abandon, instabilité, manque, honte, peur diverses, etc. J'ai moi-même développé dans le livre Le cœur métamorphe l'idée d'un bourreau interne ou SDI, schéma destructeur interne. Cœur métamorphe, je le rappelle, que vous pouvez consulter intégralement sur le site r-psy.fr. D'autres, tels que Michael Apter, ont souligné
comment nos états motivationnels variés expliquaient nos comportements contradictoires. Enfin, l'école de Palo Alto et Václavic ont brillamment démontré comment le paradoxe traverse nos vies et nos comportements, et entre autres comment la position basse est beaucoup plus efficace que la position haute. La solution se trouve généralement à 180 degrés de ce qui est cherché habituellement. Tout ceci n'est pas très logique et pourtant c'est un éclairage fondamental sur ce qui se passe pour nous et dans nos vies. En résumé, on pourrait dire que ne pas avoir travaillé en soi-même ces divers aspects, c'est risquer non seulement de se leurrer soi-même, après tout c'est notre droit, mais aussi de rater le travail thérapeutique que l'on cherche à réaliser, et là c'est autre chose déontologiquement. Nous voyons au passage comment définir le titre de psychothérapeute en se basant sur les connaissances universitaires, sans qu'il soit question d'un nécessaire travail thérapeutique sur soi-même, ni d'une nécessaire supervision durant tout un temps et aussi lorsqu'une cure patine, montre une méconnaissance du législateur sur ce qu'est vraiment une psychothérapie. Donc, que vous soyez thérapeute ou accompagnant, vous aurez saisi l'intérêt d'avoir travaillé sur vos propres filtres, blocages, visions issues de vos schémas, réconciliation avec votre infantile, etc. et accepter qu'il ne vous suffit pas d'apprendre des techniques. Ça peut paraître exigeant, mais en fait, il s'agit là, bien au contraire, de la passion de se connaître soi-même, tout autant que connaître l'autre. Heureusement, toutes les écoles sérieuses non seulement permettent un travail sur soi-même lors de stages résidentiels, lors d'exercices, mais aussi favorisent, lorsqu'il y a la sélection initiale, les personnes qui ont déjà fait du chemin et ou qui sont prêtes à continuer ce chemin. Ici, dans le cadre limité de ces cartes, je vais désormais mettre l'accent sur le troisième point, le lent apprentissage du positionnement juste. Je vais vous indiquer des points de repère techniques et des formulations pertinentes dans l'interaction avec le patient. Ces points de repère techniques et ces formulations seront à pratiquer jusqu'à ce qu'elles deviennent spontanées. Mais elles ne sont au fond que l'expression extérieure visible d'un positionnement intérieur, que j'ai appelé la relation d'équivalence, terme que j'ai emprunté au psychiatre Gilbert Mauret, qui s'intéressait à la psychanalyse réveillée. Pourquoi relation d'équivalence ? Parce qu'il ne s'agit pas d'une relation d'égalité. L'un paye, l'autre est payé. L'un consulte, l'autre est le thérapeute. Pourtant, il s'agit de marquer que par-delà les différences induites par la structure même de la consultation, les deux interlocuteurs sont tous deux participants du travail en commun. On pourrait dire, en suivant Winnicott, que la thérapie est une sorte de jeu à deux. Et pour bien jouer, il faut que les deux personnes collaborent. En ce sens, il est important de comprendre que le thérapeute n'a pas à faire tout le travail, ni non plus à attendre que ce soit le patient qui fasse tout le travail. Les deux protagonistes sont dans une tâche commune, embarqués dans une aventure commune, dans un jeu à deux. Pour favoriser cela, le thérapeute utilisera des formulations et des mots qui supposent coopération, collaboration, jeu, favoriser la découverte des capacités, éviter toute étiquette stigmatisante, renoncer aux pressions. Pour que les deux joueurs assument leur part, il est nécessaire de renoncer à se mettre en avant ou au-dessus. Et ceci se verra par les pratiques indiquées que je vais vous dire tout de suite après. Elles ne sont pas à vénérer inconditionnellement, mais elles résultent de l'observation d'excellents thérapeutes en thérapie brève, et donc elles sont intéressantes. Il s'agit de la disparition du jeu. Le thérapeute prendra l'habitude de supprimer les tics de langage qui utilisent le jeu. J'ai bien compris que je propose de...
Moi, il me semble que je crois voir dans votre histoire telle ou telle chose. Je pense que toutes ces formulations peuvent vous sembler naturelles. Observez d'ailleurs comment elles se retrouvent dans vos interactions. Et pourtant, elles présentent deux inconvénients. Vous mettre en avant, et ça, souvent sur un mode mental. Je pense, j'ai compris, etc. Il est souhaitable de remplacer le je par un pronom plus neutre qui vous associe ensemble. On, nous. On pourrait se demander si. On pourrait peut-être envisager que, etc. On peut même carrément supprimer certaines tournures de phrases, par exemple dans la reformulation, non pas dire « si j'ai bien compris, vous ressentez », mais tout simplement « en somme, vous ressentez ». La seule occurrence où le « je » est nécessaire, c'est dans la situation où le thérapeute a fait une erreur et il se doit de la reconnaître. Donc là, lorsque le thérapeute a fait une erreur et donc est en position basse, il peut dire alors « je vous prie de m'excuser » pour ce retard par exemple. « J'ai sans doute mal compris ce que vous exprimiez, etc. » En résumé, abandonnez le « je » qui vous met implicitement en avant favorisera le jeu de coopération. L'absence du « je » favorise le jeu. Dans la même lignée, il est souhaitable d'utiliser le conditionnel et le peut-être. Pourrions-nous envisager que telle chose ait du sens? On pourrait se demander si il serait peut-être pas inintéressant que nous réfléchissions ensemble sur le sens possible de ces retards systématiques, par exemple. L'avantage du conditionnel et du peut-être, c'est de ne pas induire de pression et de favoriser le thème de la recherche commune et non d'une vérité déjà établie. Observons d'ailleurs que dire « il serait peut-être pas inintéressant », conditionnel et peut-être, n'a pas du tout la même connotation que si le thérapeute disait « il serait peut-être intéressant que ». Dire que ceci est intéressant, c'est déjà se positionner en porteur du savoir, qui décide ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Évitez les successions de questions. Pour ceci, observez comment vos phrases enchaînent des points d'interrogation et vous serez étonné. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que vous avez noté ceci? Quel est le sens à trouver? À quoi ça vous fait penser? Toutes ces questions peuvent sembler naturelles et intéressantes, susceptibles de faire avancer la réflexion, mais elles présentent le gros inconvénient suivant. L'un pose des questions et fait travailler l'autre, qui, au bout d'un moment, se sentira poussé à devoir faire tout le travail et donc résistera, ou bien se sentira en déficit, ne comprenant pas, ne sachant pas comment répondre à la question, n'arrivant pas à percevoir ce que l'autre semble savoir ou percevoir. Le réveil d'une situation scolaire n'est pas loin. Diable, diable, comment faire sans questionner la personne, sous prétexte que cela risque de la faire se sentir harcelée ou déficitaire? Eh bien, il s'agit de poser la question à on, à nous ou à ça. On pourrait se demander si ça pourrait signifier peut-être quelque chose. Et surtout, le thérapeute cherche avec et s'implique dans la question. Il se pose autant la question à lui-même qu'à son interlocuteur. Il ne dit pas « Que pensez-vous que cela puisse signifier ?» Son but, c'est d'inciter à la recherche ensemble. Est-ce que ça pourrait vouloir dire quelque chose? Dit-il, en se posant la question à lui-même. Est-ce que ça pourrait vouloir dire quelque chose? Et une façon de faire intéressante, c'est la reformulation sans point d'interrogation, qui peut inciter la personne à aller plus loin, par son propre choix. Exemple. Je me sens dévalorisé, dit le patient. Dévalorisé, dit le thérapeute, sans point d'interrogation, peut-être sur un ton un peu rêveur, sans dire dévalorisé, avec un point d'interrogation qui semble inciter à continuer, plutôt comme un mot qui fait résonner en lui-même
Le ton de voix est pour beaucoup et il découle naturellement du choix de ne pas faire travailler l'autre plus que soi-même. La perche est lancée et non imposée. Au patient de savoir s'il la prend et s'il développe. Le patient est arrivé, je le rappelle, avec le sentiment de ne plus savoir s'en sortir, de ne plus avoir assez de ressources, helplessness, et d'avoir perdu l'espoir, hopelessness. Sur ces deux points, le thérapeute aura une façon d'intervenir spécifique, qui donnera lieu, ultérieurement, à deux autres cartes. En ce qui concerne le helplessness, connotation positive des ressources, entre autres. En ce qui concerne le hopelessness, la vision d'une situation libérée du problème, TBCS, thérapie brève, centrée sur la solution. Donc, comme il y aura ces cartes, je ne vais pas détailler ici. Je dirais simplement que l'art de voir les capacités du patient assure un puissant effet Rosenthal, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, comme la vidéo numéro 2, Trouver son psy dans la jungle. Effet Rosenthal qui favorisera l'entrée dans ses ressources pour la personne. Mais il s'agit de faire découvrir à la personne qu'elle dispose de capacités plutôt que de lui dire qu'elle en a. Ceci est très subtil. En effet, dire face à une façon de faire positive que le client a adoptée. Comment avez-vous fait? Sous-tendu par quelle capacité avez-vous donc mis en œuvre pour arriver à ce résultat positif? Eh bien, c'est beaucoup plus moteur et source d'appropriation que vous avez donc cette capacité. Nous reverrons cela, car dans beaucoup de cas, une connotation positive directe, vous avez telle capacité, amènera un frein ou une réticence plutôt qu'une appropriation. Bof, tout le monde sait faire ça. Bof, c'est pas vraiment une capacité, etc. Il n'est pas rare que la personne amène une étiquette stigmatisante ou psychopathologique. De toute façon, on me l'a bien dit, je suis bipolaire. De toute façon, il est visible que je suis une dépressive. J'ai une sérieuse tendance à être paranoïaque, d'après mes voisins. Comme il est de toute première importance de lever les désignations, c'est-à-dire d'aider la personne à sortir des limitations identitaires dans lesquelles elle se prend comme dans un filet, une carte sera spécialement consacrée à la façon de faire pour réussir cette sortie de l'étiquette limitante. Donc encore une autre carte. Disons dès aujourd'hui que la bonne pratique est la suivante. Face à l'affirmation d'une désignation, par exemple, je suis bipolaire, mais ça peut être n'importe quelle autre étiquette, on transforme l'étiquette réifiante en une observation du comportement. Comment ça se voit? La personne décrit alors sur quoi elle se base pour penser ainsi. Comment ça se voit dans son comportement? Je peux passer d'un sentiment triste et dégoûté à un sentiment de joie et d'énergie d'une façon très rapide. Et c'est ce comportement, après diverses autres approches préparatoires dont on reparlera, qu'on délivrera de l'étiquette. En somme, on pourrait dire aussi que vous percevez finement vos sentiments variés et que vous acceptez de les vivre avec fluidité, sans rigidité. Évidemment, ceci ne pourra être entendu et accepté que si les conditions du recadrage positif ont été auparavant mises correctement dans l'interaction. Mais si ces conditions sont là, alors la personne commencera à percevoir son supposé déficit sous un angle très différent et libérateur. Plus vous aurez pratiqué le positionnement décrit jusqu'ici, plus vous serez convaincu de son intérêt par l'expérience. Et vous aurez aussi découvert que faire pression est moins intéressant pour la thérapie que favoriser la découverte. Des expériences de psychologie passionnantes effectuées avec des groupes d'enfants, plusieurs fois recoupées par divers chercheurs d'ailleurs, ont montré abondamment que une pression forte sous la forme d'une menace lourde, il est interdit de toucher tel jouet sous peine de terribles représailles, n'induisait en rien l'intégration de l'interdit,
Celui-ci était respecté, mais seulement durant le temps où la menace pesait sur les enfants. Alors qu'une pression faible, une menace très modérée, il ne faut pas toucher à ce jouet, induisait chez beaucoup d'enfants l'intériorisation de l'interdit. Pourquoi? Parce que, devant cette menace faible, ils avaient dû découvrir en eux-mêmes les bonnes raisons pour lesquelles ils décideraient de ne pas toucher à ce jouet. Ces expériences sont plus détaillées que le résumé que j'en fais ici, mais la conclusion que j'en tire est la suivante. Ce qui a été découvert par la personne elle-même est nettement plus durable et modificateur que ce qui lui a été donné de l'extérieur. Je vais vous raconter un exemple tout bête. À la porte de sortie de mon cabinet, il y avait une toute petite marche descendant vers la cour, et cela donnait un risque de trébucher. Ma façon d'intervenir était la suivante. Je disais, il y a une marche ici. Et non pas, faites attention à la marche. Dans le premier cas, la personne voyait la marche et décidait désormais d'y faire attention. Dans le deuxième cas, il m'aurait fallu le dire plusieurs fois, adoptant ainsi la stratégie SNCF 1000 fois répétée à la descente des trains. Bon, c'est un peu ridicule évidemment. C'est juste que j'ai constaté que je faisais ainsi et j'en ai cherché le sens. Toutes ces façons d'interagir que je viens de vous expliquer ne sont pas des modèles à suivre et à appliquer inconditionnellement. Simplement, il se trouve que lorsqu'on est fortement convaincu de l'intérêt et de la puissance d'une relation d'équivalence, alors ces façons d'interagir viennent assez naturellement. Je me doute que si vous avez déjà votre pratique, vous risquez d'avoir des réticences à envisager ces façons de faire. Peut-être pourriez-vous en essayer quelques-unes progressivement et vous appuyer sur l'idée que ce type de positionnement a déjà montré des résultats spectaculaires, accompagnés des autres techniques que je vous indiquerai dans les cartes suivantes. Bien sûr, parfois, on posera pas mal de questions. Par exemple, quand on fait le chemin d'approfondissement de l'émotionnel. Parfois, on sera plutôt convaincant. Exemple, pour aider à valider un recadrage. Ou même pédagogique. Parfois, on devra dire un « je » en position parentale, comme expliqué dans la carte orange précédente, etc. Mais l'idée centrale de toutes ces formulations et pratiques s'appuie sur ce qu'on cherche à atteindre. Aider la personne à découvrir de nouvelles solutions, de nouvelles capacités, de nouvelles façons de traiter ses plis et ses traumatismes, et qu'elle puisse se les approprier. La suite et les autres aspects se trouvera donc dans les autres cartes du thérapeute. Et pour terminer, je rappellerai donc, comme chaque fois, la phrase à mémoriser, déjà évoquée tout à l'heure. L'effacement du « je » favorise le jeu collaboratif. Voilà, vous pouvez bien entendu me demander à recevoir les PDF de ces 6 premières cartes en écrivant à l'adresse mail ci-dessus. Et je vous dis donc au revoir.